il y a ce circuit de contrôle qui est complètement isolé, qui nous contrôle tout en fait dans nos comportements. Et dans ce circuit de contrôle, il y a justement la préférence de choix. Et l'addiction, c'est un trouble de la préférence de choix qui est lié à cette perte de contrôle. On n'a pas de choix en fait. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Je reçois aujourd'hui le psychiatre le plus sympa de la place de Paris. Merci Philippe. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. C'est dans l'argumentaire. Le professeur Laurent Carilla, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes professeur de psychiatrie, addictologie depuis une vingtaine d'années, porte-parole de SOS Addiction, animateur du podcast Addiction. Alors ça se prononce pas comme ça s'écrit. Il y a un cas, c'est pour rappeler mon nom. Addiction. Ouais. Vous êtes fan des histoires de seniors. Ouais. Pourquoi ? J'adore ça, les seniors. Je sais pas, j'adore. Les histoires de seniors positives, les comment les accompagner, j'adore. Ils me font un truc, les seniors, depuis toujours. Hein. C'est marrant parce que tout le monde les ignore. Ouais, et s'en moi moque. j'adore. Ouais. J'adore les mamies, les papis, les histoires de mamies, de papis, des histoires folles, des histoires même pas folles, j'adore ça. J'adore ça. On pourrait faire des séries d'émissions là-dessus, c'est génial. Comment il s'appelait l'animateur qui avait fait ça ? Je sais pas. Qui avait invité des mamies et des papis. Mais c'est génial, ils ont des tas d'histoires, des tas de trucs, c'est fabuleux. Et c'est marrant, c'est au moment où ils ont tout le temps pour les raconter qu'on leur demande pas de les raconter. Ah ouais. Les médias s'en moquent contre. Eh ben nous, j'interviens aussi dans Ça commence aujourd'hui sur France 2 avec Faustine Bollard, et à chaque fois qu'il y a des trucs de seniors, je m'éclate, vraiment. Alors, vous êtes fan de musique métal depuis 40 ans, votre chambre était tapissée de posters de Kiss, d'Iron Maiden, de Metallica, de Scorpion, d'ACDC. Ouais. Et à deux, vous vouliez être guitariste dans un groupe de hard rock américain. Ouais, Rat. Ça s'invente pas, hein ? Non, Rat. C'était un groupe qui était assez célèbre à l'époque. Et les tournées. Enfin, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on avait des magazines papier. Avec Rock and Folk. Ouais, moi c'était plutôt Hard Rock Magazine, Enfer Magazine, Metal Attack, etc. Et puis il commençait à avoir des clips à la télé sur M6, sur MTV. Et puis c'était fabuleux, moi je voulais être comme eux. Mon père m'a dit tu vas travailler d'abord. Vous étiez fasciné par ces histoires de drogue, d'alcool, de sexe et de rock and roll. Depuis toujours. Déjà une approche de l'addiction. Ouais, complètement. Alors vous avez failli être dentiste. Ouais. Et puis finalement, vous n'avez pas été dentiste. Non, je fais ma première année. J'ai fait mes études à Saint-Antoine à Paris, à la faculté. Et ouais, je voulais être dentiste. Et le deuxième semestre de la première année, je rencontre un professeur qui s'appelle Charles Roux, professeur d'embryologie. Je vois un mec arriver qui est charismatique. Il tient l'amphi. Il a une pédagogie de folie. J'ai dit, je vais être comme lui. Et ça a été mon modèle en disant, je fais médecine. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire médecine. Votre vrai mentor, en fait, pour le coup. C'était pas un mentor, mais c'était une image forte d'un homme fabuleux, et je l'ai dit et je l'ai redit, le professeur Charles Roux. En 2 mots, vous avez besoin d'être passionné pour travailler, ça s'entend, et de varier vos activités. Ça, c'est pas très français. Les Français aiment pas trop quand vous avez un psychiatre qui aime le hard rock, qui fait de la télévision, qui est un peu touche à tout. Ça, en France, on a du mal avec. On aime bien mettre les gens dans des cases. Vous avez raison, complètement raison, parce que quel que soit le milieu où je suis, au départ, les gens étaient un peu, notamment dans le milieu de la musique métal, où j'ai écrit des textes pour un groupe au début des années 2010. Enfin, j'ai écrit les textes de 3 albums du groupe Satan Joker de Renaud Hanson, qui est connu pour Starmania surtout. La légende de Jimmy. C'est ça. Et quand je suis arrivé, vous avez travaillé sur la légende de Jimmy, vous ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment les trucs de hard rock. Et quand je suis arrivé dans ce milieu, les gens disent, c'est qui ce mec là, ce médecin qui vient sur nos plates-bandes, etc. Il y a des gens qui étaient un peu frileux. Il y en a toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant c'est plus cool. Il m'appelle Dr Love, il m'appelle Doc Metal, etc. Mais il y a ce truc là. Et moi j'ai un autre modèle, parce que moi je fonctionne avec des modèles. Et un de mes modèles, c'est Gene Simmons de Kiss. Et lui, c'est un homme polyvalent. Il fait de la musique, il fait du business. Bon voilà, moi je fais pas du business, mais voilà, moi j'aime bien plein de choses. Et aujourd'hui, vous cloisonnez plus. Non. Vous assumez toutes vos passions. C'est depuis que j'ai écrit les paroles de ce groupe. Voilà, et c'est normal, on vous aime comme exactement, comme vous êtes. Exactement. Bien, vous êtes là pour présenter votre docteur addict ou pas. Voilà. Alors c'est une sorte, il y a un point d'interrogation. Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'est la première question que vous posent vos patients. Ouais, c'est ça. Il y a des patients, il y a des patients qui peuvent être addicts et venir déjà pour leur maladie, mais il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui viennent pour s'évaluer. C'est notamment comme dans ce qu'il y a dans le bouquin, parce que c'est pas un bouquin d'addictologie, c'est un bouquin sur nos comportements de vie en fait, et comment ils peuvent basculer justement dans des processus excessifs et dans des processus addictifs. Et il y a beaucoup de gens qui se disent putain, je consomme trop, ou je suis trop sur Internet, je fais trop de sexe en ligne, etc. Peut-être je suis addict. Ils vont sur Internet, ils disent ah ouais, je suis addict. Et donc ils vont en consultation. Et des fois ils ressortent et je leur dis non, vous n'êtes pas addict, quoi. D'ailleurs, ce mot addict, il est un peu galvaudé aujourd'hui. Ouais. Tout est addiction. Ah ouais, ça me gonfle, ça. Ça me gonfle. Je le dis dans le bouquin, je le dis aussi dès que je passe dans les médias, dès que je peux le dire aussi, même je le dis dans les conférences de prévention. L'addiction, c'est une maladie chronique. C'est comme si je vous disais, t'es diabétique, toi, t'es hypertendu, toi, t'es asthmatique. C'est pareil. Toi, t'es addict. C'est pareil. Maladie chronique. Et qu'est-ce qui relève de la pathologie, de ce que vous appelez l'addiction positive ? Et là, effectivement... J'ai détourné le concept. Parce qu'il y a une frontière très ténue entre la passion et l'addiction. La passion, je ne parle pas de passion pathologique, je parle de passion. Vous êtes passionné par quelque chose. Par exemple, moi, je suis passionné par la musique. Et tout ce qui est, notamment le groupe Kiss. Voilà. Donc, je vais collectionner mon nouveau truc maintenant, c'est d'avoir tous les vinyles de tous les pays. On peut dire que c'est bizarre quand même. Ouais. Mais ça fait de mal à personne, ça me fait plaisir. Quand je vais dans une ville, j'ai un rituel pour n'importe quoi. Je vais dans le magasin de disques local, acheter, si je trouve des pièces de Kiss, je les achète. Après, j'achète pas que des vinyles, voilà, je me fais plaisir. Donc, vous vous endettez pas ? Non. Ça vous met pas en péril financièrement ? Pas du tout. Ma femme peut râler de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de vinyles, mais il y a que ça, mais il n'y a pas de problème. Donc l'addiction positive, c'est quoi ? J'ai pris les symptômes de l'addiction et j'ai vu si on pouvait pas les utiliser justement. Et l'envie irrésistible de s'acheter un truc, c'est un symptôme fort d'addiction normalement. Isolé, ça fait pas de mal. Avoir envie, être un peu en manque, avoir des émotions positives, se récompenser, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est des symptômes. Non, c'était le fait d'accoler le mot positif à addiction. Parce que addiction, c'est a priori négatif. C'est pour ça que j'ai mis positif. En quoi notre société est-elle addictogène ou elle n'est pas plus qu'avant ? Elle est plus qu'avant, parce que tout va très vite. On a tout de suite, il y a tout partout, ça touche des enfants aux seniors, Internet c'est une mine d'infos, de fausses infos, une mine de conneries et une mine de belles choses, et donc on est obligé, et les réseaux sociaux font que ça modèle un peu les choses, quoi. C'est-à-dire qu'on s'identifie un peu à tout ce qui se passe sur Internet, sur tout va vite, toutes les infos, on nous donne plein de choses, c'est horrible, c'est super. Enfin, on est sensibilisé à surconsommer en fait. Et c'est la société de consommation qui est addictogène. Tout à fait. C'est la société de consommation qui est addictogène et l'environnement qui peut devenir addictogène aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Toutes les substances sont disponibles, vous pouvez les acheter. Tous les comportements de base, on les a. Donc, si on est un peu vulnérable, on peut basculer. Vous continuez à faire de la recherche et c'est la base. Est-ce que vous arrivez à expliquer à quel moment ça bascule ? Est-ce que au moment où on bascule du plaisir à l'addiction ? Ouais, c'est que j'ai fait un moyen mémotechnique pour ça, une règle des 5 C sur une année. Le premier C, c'est on perd contrôle de son comportement. Premier C. Il faut avoir les 5 C pour être addict. Le deuxième C, j'ai un usage compulsif, c'est-à-dire je peux pas m'empêcher de. Le troisième C, c'est ce mot anglais, le craving, qui veut dire l'envie irrépressible, irrésistible de consommer. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Et c'est un marqueur très fort. Le quatrième C, c'est un usage continu, une consommation continue, chronique. Et le dernier C, c'est on a des conséquences sur notre vie. Sociale, physique, psychique, cognitive. Vous voyez, tous ces éléments-là. 5 C pendant 1 an, on est addict. Et on n'est plus dans la passion. On n'est plus dans le plaisir parce que dans l'addiction, on consomme pour ne pas souffrir. On ne consomme pas pour se faire plaisir. Donc il faut avoir ces 5 C pendant 1 an. Bon, pendant au moins 1 an. C'est pas. Mais ça ne dit pas comment ça bascule. Est-ce que finalement, dans le cerveau. Ah oui. Vous voulez la physiopathologie. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on finalement on bascule dans l'addiction. On a dans notre cerveau, on a 4 circuits. Vous, moi, vous aussi. Alors vous aussi, à la radio, ce que vous faites, c'est pas très radiophonique parce qu'il ne voit pas. Faudil, l'agent Fofo. Faudil, Philippe, moi, on a des circuits. On a 4 circuits. Notre premier circuit, c'est le circuit de la récompense. Je vous explique après.
Deuxième circuit, mémoire-apprentissage. Troisième circuit, motivation. Quatrième circuit, le contrôle. Ces 4 circuits fonctionnent ensemble. Alors je m'explique maintenant. Quand vous avez faim, vous faites quoi, Philippe ? Ça, moi, je mange. Vous mangez. Donc le message du premier système de récompense vous dit « t'as faim, mange ». D'accord ? Mais vous n'êtes pas un animal, Philippe. Vous avez ce circuit de... Je le trouve bien ambitieux. Mais bon. Vous avez ce circuit de mémoire et d'apprentissage qui est collé au circuit de récompense, qui sait que depuis tout petit, quand vous avez faim, vous mangez. Vous avez appris à manger, on vous donne à manger. D'accord ? Bon, ça marche ensemble. Troisième circuit, la motivation. La motivation, c'est j'ai faim, je mange, je vais me faire à manger, je change mon comportement. Et quatrième circuit, le contrôle. Quand j'ai fini de manger, je m'arrête. Vous voyez ? Ça, c'est situation physiologique. C'est pareil pour boire, les rapports sexuels, être amoureux de quelqu'un. C'est-à-dire quand j'ai fini, je m'arrête. Voilà, le circuit s'arrête. Tous les 4 se disent stop. Mais quand vous êtes addict, malade, les 4 circuits fonctionnent plus ensemble. Vous avez d'un côté récompense et mémoire, motivation seule, contrôle seul. Ça veut dire quoi ? Ils sont plus synchronisés. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est ça. Ça veut dire que la récompense, c'est le premier message du cerveau quand vous consommez une drogue ou quelque chose d'addictif. Le cerveau il dit waouh, c'est super. Il a ce message-là. Lui, c'est message prends de la drogue. Ah, c'est super. C'est ça le mémoire-apprentissage qui est associé. Le cerveau, il s'en fout que vous souffriez. Motivation seule, perte de motivation. Vous savez, on dit souvent t'as pas de volonté, tout ça. Ça, c'est des conneries. La volonté, c'est un tout petit truc dans la motivation. Perte de motivation. Le contrôle est seul, perte de contrôle. Et donc, ça rejoint les 5 C que je vous disais tout à l'heure. Avec le professeur Laurent Carilla, qui est notre invité. Vous publiez Docteur Addict ou pas, alcool, sucre, sport, écran, sexe. Déjouer les addictions et conserver le plaisir aux éditions HarperCollins. D'ailleurs, le terme addiction est souvent mal compris. On l'associe souvent d'ailleurs à un manque de volonté. Oui. Mais c'est une erreur en fait. L'addiction, on utilise déjà le mot addiction partout, pour tout et n'importe quoi. Dès qu'on est accroché à un truc, on est addict et tout. C'est pas tout à fait vrai. Vraiment, quand on est addict, on souffre. Les 5 C, on est malade. Le manque de volonté, ça veut rien dire en fait. Parce que si on soignait les gens qu'avec leur volonté, on les soignerait tous. Hein. Oui. Or, c'est pas le cas. Mais beaucoup pensent que c'est un choix. On est addict par choix en fait. Non, justement, parce que comme je le disais tout à l'heure, Philippe... vous savez, il y a ce circuit de contrôle qui est complètement isolé, qui nous contrôle tout en fait dans nos comportements. Et dans ce circuit de contrôle, il y a justement la préférence de choix. Et l'addiction, c'est un trouble de la préférence de choix qui est lié à cette perte de contrôle. On n'a pas de choix en fait. Alors ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui, les médias, les gouvernements, ce sont les addictions aux écrans. Ouais. Déjà, on ne dit pas addiction aux écrans. On parle d'usage problématique des écrans. Je veux le dire aux auditeurs, c'est important. Parce que justement, on utilise ce mot, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas suffisamment de données médicales et scientifiques pour dire qu'il y a une addiction aux écrans. D'abord, on va être addict à ce que génère l'écran. Donc en l'occurrence, moi, ce que je peux voir en consultation, addiction à la sexualité en ligne, addiction aux paris sportifs en ligne, addiction aux réseaux sociaux, et encore c'est plus usage problématique, addiction, aux achats, vous voyez ? L'écran en lui-même, ça veut dire... C'est plus les contenus que l'appareil en lui-même. L'appareil, c'est une matrice intermédiaire. C'est le smartphone qui est le plus utilisé, c'est une matrice intermédiaire, et on a un usage problématique de smartphone. D'ailleurs, dans le bouquin Docteur Addict ou pas, vous pouvez faire votre test, je ne sais pas si vous l'avez fait Philippe, mais le test compulsif d'usage de smartphone, pour voir où vous en êtes. Un score supérieur à 5, vous avez un usage problématique, un score supérieur à 8, vous avez un usage excessif qui ressemble beaucoup à quelque chose d'addictif. Bon, ça ressemble à une addiction, mais ce n'est pas une addiction. Exactement, c'est problématique. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, de toute façon, en plus, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde utilise des écrans, donc ça serait illusoire de penser qu'on va pouvoir vivre sans. On est tous hyper connectés. Alors, c'est quoi l'hyperconnexion ? L'hyperconnexion, c'est vous et moi, avec notre smartphone, vous et moi, on bosse devant notre écran d'ordinateur, vous et moi, on a aussi un usage, on va dire, hobby du smartphone, je sais pas, on va sur les réseaux sociaux, pas que pour le travail, on va lire des choses sur le web, on va échanger avec des gens, etc., etc. L'hyperconnexion, c'est ça. Elle devient pathologie problématique quand on contrôle plus les choses. Alors, il y a plein de nouveaux mots que vous décrivez dans votre livre, liés à... Les symptômes digitaux, ouais. Il y a oui. Allez-y Philippe. Non, je sais pas. Lequel vous préférez ? Non, alors le problème c'est que j'ai du mal à les prononcer.
Celui que je prononce le mieux, c'est la nomophobie. Ouais. Ouais. La nomophobie, c'est un symptôme digital. Donc, la nomophobie, c'est la contraction de no mobile phobia, la peur d'être sur son smartphone. C'est vraiment, moi j'appelle ça la techno-angoisse de séparation. Hein. C'est vraiment le smartphone, c'est notre doudou et on est séparé de lui, c'est horrible. Comme un petit avec son doudou. Alors après, il y en a d'autres que vous prononcez très très bien d'ailleurs. Hein. La tasagoraphobie, j'adore ce mot. Atasagoraphobie, c'est la peur panique d'avoir des messages en retour, des messages qu'on fait. Par exemple, je m'explique. Vous envoyez un WhatsApp, un message WhatsApp, texte. Vous voyez que c'est lu et il n'y a pas de réponse. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais ça se répète. Ça commence un peu à vous angoisser, à vous inquiéter, vous interpréter. Et les atasagoraphobes, eux, c'est pathologique en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais symptômes de stress et ils peuvent faire des vraies crises d'angoisse. Bien. Comment on repère un usage problématique d'un smartphone? Et là, je pense aux parents qui nous écoutent, finalement, et comment on peut prévenir? L'usage problématique du smartphone. Alors, le mot comment on peut prévenir quand on est parent, c'est donner le bon exemple déjà. Ça, c'est le vrai message de prévention. C'est nous, parents, on donne l'exemple avec les écrans. Si vous faites n'importe quoi avec vos écrans, les enfants feront pareil. Si vous les laissez en roue libre, ils feront pareil. Si vous les laissez avec leurs écrans dans leur chambre tout le temps, ils feront pareil. Donc le modèle, c'est les parents. Voilà, il n'y a pas de consensus sur toi, tu as tant d'âge, tu vas rester tant de temps, etc. La notion de temps passé, c'est de la connerie. D'accord ? C'est des éléments parmi d'autres. Finalement, voilà, les enfants sont des éponges et l'exemplarité, donc ça, c'est hyper important. Ouais. Mais les enfants sont des digital natives. Ils sont nés avec les écrans. Alors que nous, adultes, on n'est pas nés avec ces écrans. Nous, on s'est adaptés. Donc, il y a aussi tout ce travail à faire. Alors, pour répondre à votre question, l'usage problématique du smartphone, c'est quoi ? C'est 3 choses. Des habitudes addictives. Ça emprunte à l'addiction. Par exemple, l'envie irrésistible de se connecter. La peur de rater un événement sur un réseau social, par exemple. L'angoisse liée à la séparation du smartphone. Le manque quand on l'a pas. Des conséquences sur notre vie. Les conséquences sur notre vie, c'est souvent le sommeil, les résultats scolaires. Habitudes addictives. Deuxième point, habitudes antisociales, comme le phubbing. Le phubbing, c'est quoi ? On est en train de parler, Philippe, vous et moi. Vous me parlez, moi tout d'un coup, je prends mon téléphone et je vais sur mon téléphone. Ça, c'est le phubbing. Vous en voyez partout. Mais quand c'est répété, c'est antisocial. Et la troisième type d'habitude, c'est les habitudes dangereuses. Habitudes dangereuses, c'est quoi ? Je conduis avec mon smartphone en voiture, je réponds. Je suis sur mon scooter, je réponds aux notifications, je suis sur ma trottinette, je réponds. Il y a un risque d'accident de la route multiplié par 23, Philippe. C'est plus que l'alcool. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de campagne là-dessus, par contre. J'adorerais, je me bats pour. Et puis le président de la République a monté un groupe, on espère qu'ils vont faire quelque chose. Mais le combat numéro 1, non. Oui, ils vont faire quelque chose. Mais le combat numéro 1, c'est le portable en voiture et quand vous êtes en train de vous déplacer. Tout à fait. Mais moi, ça me paraît fou de voir que les gens ne mesurent pas à quel point c'est dangereux. C'est archi dangereux, vraiment. C'est-à-dire que il y a vraiment une division intentionnelle quand, vous voyez, vous êtes au volant de votre voiture, vous recevez une notification, avec ou sans bruit. Vous voyez que votre smartphone change, déjà le fait de détourner son regard, c'est hyper dangereux. Et on peut pas le prédire. On peut pas le prédire. Oui. L'attention, moi je connais même qui répondent aux SMS. Non, il faut pas faire ça. Vraiment, il faut pas le faire. Sauf si vous voulez aller voir des dieux, quoi. Il faut être violent là-dessus. À mon avis, il faut cartonner. L'utilisation des réseaux sociaux. Alors vous distinguez le réseautage social et l'utilisation des médias sociaux. C'est quoi la différence ? L'utilisation des médias sociaux, c'est surtout à visée pro, à visée aussi éducatif. Et réseaux sociaux, c'est tout le reste, en fait. On est dans du hobby, des trucs fun, etc. C'est plutôt ça l'idée. Bon, de toute façon, ces réseaux ont été pensés dès le départ pour nous rendre accros. Ah, complètement. Ils ont utilisé toutes les stratégies cognitives et comportementales, tous les réseaux qu'on connaît chez nos petits rats de laboratoire pour rendre accros. Ils utilisent des stratégies type l'expérience cocaïne et sucre de la souris, le sucre va rendre plus addictif, ils savent un peu les stratégies, le petit rat qui est dans un labyrinthe qui trouve son chemin avec de la récompense, enfin tout est médié pour faire sécréter de la dopamine en réponse finale, et chez les plus jeunes qui n'ont pas leur cerveau mature, alors là c'est l'explosion totale.
finalement, ce qu'il faudrait, c'est une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux. Ah, mais il le faut de toute façon, il le faut ça. De plus en plus, c'est pas assez fait. Et même, il faut respecter la limite d'âge, je crois. C'est bien. Mais c'est pas pour ça, fait. Oui, d'accord. C'est pas beaucoup fait. Pourquoi vous dites que les digital detox, ça sert à rien? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aucune preuve scientifique de l'efficacité. Aucune preuve. Moi, Philippe, je vous mets dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Au début, ça va vous embêter. Après, vous allez dire, bon, c'est cool, j'ai pas à me prendre la tête sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va vous accompagner pour ça? Vous allez rester 3 semaines dans un bel endroit, ok. Vous allez dépenser un peu d'argent, ok. Vous allez sortir de la digital detox, vous allez faire quoi, Philippe? Quand vous avez du réseau? Ah bah ça c'est sûr que je vais me reconnecter. Ouais. Mais j'aurai aucune souffrance. Alors moi je suis pas le bon exemple. Non, vous n'êtes pas le bon exemple. L'immense majorité des gens, vous voulez faire une digital detox, ok, faites-le. Allez dans un bel endroit avec votre famille et faites plutôt des smartphone break. Smartphone break, c'est je décide dans la journée pendant 3 heures, je prends pas mon smartphone. Et ne le prenez pas à la plage, ça sert à rien. Bien. Comment est-ce qu'on arrive à une utilisation contrôlée? Est-ce que ça on peut répondre à cette question? Oui. L'utilisation contrôlée, c'est déjà plusieurs choses. Ne pas se jeter le matin sur son téléphone, sur son smartphone. C'est un exercice à faire. Ah ouais, mais souvent le smartphone, c'est le réveil. C'est le réveil, il sonne, vous l'éteignez. Vous n'êtes pas obligé de voir tout ce qu'il y a derrière. Vous attendez un peu. Ça, c'est la première chose. C'est un exercice à faire. Vous essayez de reculer le moment où vous allez consulter votre smartphone. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas la peine de répondre à tout de suite. Ça, c'est un usage contrôlé. Troisième point, vous êtes de la journée au boulot. Alors, votre smartphone, ça peut être votre outil de travail, mais vous pouvez aussi, je sais pas, sur des moments de break, dire, je prends pas mon smartphone avec moi. Pour, je sais pas. Autre point, vous allez déjeuner ou dîner. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre portable sur la table. Autre point. Vous voyez, c'est des conseils simples. Autre point, 1 heure avant le coucher, vous éteignez votre smartphone. Pourquoi? Parce que les lumières du smartphone envoient un message à la mélatonine qu'on a dans le cerveau qui lui dit « il fait jour ». Donc vous n'allez pas vous endormir. Et plus vous êtes scotché sur l'écran la nuit, plus le message que vous avez dans le cerveau, c'est il fait jour, il fait jour, il fait jour », donc vous allez galérer pour dormir. Et le lendemain matin, ça va être dur de se réveiller et vous allez vous mettre en décalage de phase. Et ça, chez les ados, il y a ça. Donc, il faut vraiment prévenir les choses. Voilà, il y a encore plein de conseils à donner. Ce sont des conseils très simples en plus. Hein. Mais c'est de l'entraînement, il faut le faire. C'est comme de l'endurance pour faire un marathon. C'est pas facile. Vous, par exemple, vous utilisez votre téléphone combien d'heures par jour? Vous savez ça? Parce que vous avez quelque chose qui vous permet de vérifier? Ouais, je sais plus comment on fait. Ouais. Je dois l'utiliser. Ouais, je l'utilise pas mal. Là, je l'utilise pas mal pour le taf. Et moi, j'ai un usage problématique de smartphone. Je me suis testé à 7 sur 15. Dans quel test dans le livre? Ouais, il y a le test dans le livre. Donc faites-le et vous allez vraiment savoir où vous êtes et ça va vous permettre, en fonction des réponses positives à ce questionnaire, de réguler ce que vous devez faire pour que ça soit non après. Ouais, vous voyez ce que vous avez dit en premier. Vous avez dit ouais, mais je travaille avec. Et beaucoup de parents avec qui vous discutez vous disent oui, mais attends, c'est pour le boulot. Non, moi j'ai un usage problématique. Je le dis. Avec le professeur Laurent Carilla qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. On est en train de faire les tests docteur, addict ou pas, alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir, aux éditions HarperCollins. Beaucoup de messages en antenne de gens qui répondent au téléphone quand ils sont en voiture. C'est le dangereux. Et qui voient pas le danger et qui croient qu'ils peuvent faire les deux choses en même temps. Non, risque x23 d'accident de la route mortel. Risque x23. C'est comme si vous buviez de l'alcool et vous preniez des drogues avec, quoi. En plus. Ah ouais. En plus. Non, vous vous rendez pas compte. Non, quand on conduit, on conduit. On laisse, on met, mais vaut mieux le mettre en mode silencieux. Vraiment, faites-le. Vous aurez tout le temps de répondre après. Alors, Faudil Belhamri est en train de faire le test pour savoir s'il est addict. J'ai hâte de voir son score. Addict au téléphone. Faudil, tu as des questions là pour savoir si tu es addict au téléphone. Tu n'as pas les questions? Si, je les ai. Vas-y, donne 2-3 questions pour voir. Par contre, il faut les donner dans le micro, parce que si tu ne les donnes pas dans le micro, ça ne marche pas. Alors, trouvez-vous que vous passez plus de temps que ce que vous pensez sur votre smartphone? Alors, tu penses quoi? Oui. Oui, d'accord. Bon. Largement. Trouvez-vous que vous passez régulièrement du temps sans réfléchir sur votre smartphone, alors qu'il pourrait y avoir d'autres choses meilleures ou plus importantes à faire? Non. Non. Trouvez-vous que vous perdez la notion du temps lorsque vous êtes sur votre téléphone? Non. Vous dites pas, oh là là, à la fin. Non, je regarde toujours. Ça fait 2 heures.
Ça fait 2 heures. Non, je regarde toujours l'heure. Parce que ça, c'est une technique pour accrocher les ados. Hein. La perte de la notion de temps. Et une dernière question, Philippe ? Ouais, vas-y. Alors, trouvez-vous que vous passez plus de temps à envoyer des SMS, des MMS, des tweets, des mails, des messages sur Facebook qu'à parler aux gens en temps réel ? Non. Moi, je préfère appeler directement. Quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je préfère l'appeler instantanément. Vous êtes à l'ancienne. Voilà, c'est ce que je fais avec Philippe et il me répond jamais. C'est vrai ? Non, moi je réponds quand j'ai le temps. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui répond instantanément. Vous êtes pas, c'est ça. Ça vous gêne pas quand vous avez un message, on ne répond pas tout de suite. Mais alors, si vous saviez ce que je m'en moque. Bon, c'est cool. Non, moi, je réponds quand j'ai fini ma journée. À ce moment-là, j'ai un temps pour rappeler. D'accord. Vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir Philippe au bout du téléphone. Non, c'est pas vrai. Je rappelle, mais je suis pas du tout dans l'immédiateté. Ça me stresse. Bien, ça me stresse. C'est protecteur, ça, Philippe. Oh non, mais ça me stresse. C'est que ce côté de tout faire aujourd'hui immédiatement, ça me stresse. Ah ouais. Non. Donc voilà. Alors on va parler de ce qu'on appelle le binge watching, donc ou série killer. Alors binge, ça vient d'où ? Binge en anglais, c'est-à-dire consommer de manière excessive. L'excès, c'est l'excès. Watching, donc écran. Donc le binge watching, c'est... On consomme à gogo des séries, par exemple sur Netflix, sur des plateformes. Et il y a tout un travail autour de la question, est-ce que c'est une addiction ou pas ? On ne le sait pas trop encore. Il y a des facteurs de risque, mais on n'est pas dans l'addiction maladie. Est-ce qu'il y a un nombre pour définir le binge ou pas ? Est-ce qu'on estime qu'à partir de 2, 3, 4 épisodes, on est dans le binge ou pas ? Oui, il y a eu des tentatives, de normes autour de ça, mais il y a aussi tout ce qui accompagne. Il y a les conséquences que ça a sur le sommeil, les conséquences que ça a sur nos performances au travail, et puis il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle, des facteurs émotionnels négatifs, etc. Ça joue ça. Où est le plaisir ? Alors parce que au bout d'un moment... Quel est l'intérêt justement de pouvoir enchaîner les épisodes ? Mais ça accroche. Tout est fait dans les scénarios pour accrocher les gens. Vous savez, ça s'appelle des cliffhangers à la fin des épisodes. C'est vous êtes accroché à la fin de l'épisode et vous vous dites putain, faut que je vois la suite. Et en sens inverse, quand on le voit bien, c'est des techniques de scénario, mais quand vous avez des séries où vous pouvez pas enchaîner, il y a eu une série là sur Canal qui s'appelait c'est l'histoire de l'arnaque à la taxe carbone là, je sais plus comment ça s'appelle, avec Vincent Lindon qui est super bien. Ils ont séparé en deux la série. Les gens disaient mais il nous en faut. Mais comment on faisait, nous, quand on était jeunes ? Il fallait attendre une semaine. Nous, on attendait une semaine. Moi, j'attendais une semaine pour avoir l'épisode. Et ça durait 26 semaines ou 27 ou 28 semaines. Bah ouais, tous les dimanches, Starsky et Hutch. Moi, je me rappelle, chez mes parents. Starsky et Hutch, le dimanche à 13h15, quoi. Oui. Mais c'était des rituels. En fait, finalement. Mais on n'était pas du tout dans cette... Non, on n'y était pas parce qu'on n'était pas comme des petits rats de laboratoire avec les plateformes. Et vous savez, le PDG de Netflix, je crois qu'il a dit mon pire ennemi, c'est le sommeil. Parce que lui, il aimerait que les gens ne dorment pas, en fait, pour générer de l'argent. Donc finalement, il n'y a pas de consensus pour savoir si c'était une addiction. Non, c'est des comportements, après c'est des comportements pathologiques, pareil, c'est de l'usage problématique. Est-ce que ça peut avoir quand même des conséquences négatives, finalement, sur... Oui, négatif, c'est si vous dormez plus, vous travaillez mal... vous isolez, vous faites du média multitâche, et vous voyez la série en même temps que vous êtes sur un autre écran, ça divise l'attention, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Alors vous parlez d'un autre phénomène, et vous dites que le binge watching peut se transformer en speed watching. Ouais, et ça, il y a énormément de gens qui, par exemple, à la gym, quand ils sont en train de faire de leur gym, ils regardent ou ils écoutent des podcasts en x2 ou... Ouais. C'est un nouveau phénomène, ça c'est très très récent. C'est plus les jeunes qui font ça, mais speed watching. C'est-à-dire que on voit même plus l'épisode dans son intégralité, on voit l'épisode en accéléré. Et c'est un peu complètement fou, quoi. C'est fou. Parce que pour le coup, au niveau intégration attentionnelle, même émotionnelle, il n'y a plus rien en fait. C'est de la surconsommation, quoi. Ça a un impact sur le cerveau, le fait par exemple d'écouter quelque chose à 2 fois sa vitesse normale. Est-ce que ça oblige le cerveau à être dans un mode, ou alors finalement le cerveau finit par se caler ? Le cerveau finit par se caler, mais c'est vrai que
il faut pas habituer un cerveau non mature, c'est-à-dire avant 20 ans, à ce type de procédé, parce que justement, il va y avoir des difficultés à intégrer de manière vraiment attentionnelle les choses, quoi. Et il faut aussi faire attention aux médias multitâches, comme je vous le disais, faire 2 choses sur 2 écrans différents, parce que chez les jeunes, ça induit ce qu'on appelle, et chez les plus âgés aussi, mais chez les jeunes surtout, la pensée zapping. Et la pensée zapping, ça veut dire qu'on n'est plus fixé. On zappe, tac, tac. Ouais, donc ça fait partie des nouveaux mouvements. Je sais pas jusqu'à combien on peut aller, hein, je crois le x2. Non, mais il y en a qui le font même pas en x2, il y en a qui regardent d'un coup, quoi, en glissant leurs doigts, en scrollant de manière rapide les choses, quoi. Ils voient un épisode, je sais pas, de 35 minutes en 3 minutes. Intéressant. Ouais. J'ai des patients qui font ça aussi, des patients addicts au sexe qui font ça avec des extraits de films porno sur les sites de streaming aussi. Ils le voient en accéléré. Et quel est l'intérêt ? S'exciter, ils sont malades. Hein. J'imagine les conséquences que ça peut avoir, mais c'est une pile Duracell. Essayer de s'exciter et ils n'y arrivent pas. Essayer de trouver cette séquence très excitante et ils n'y arrivent pas. Alors dans votre livre, vous répertoriez toutes les addictions d'aujourd'hui, hein, que ce soit les addictions à la chirurgie esthétique. Ouais, nos comportements. Ouais, des comportements. Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi finalement dans la chirurgie esthétique, par exemple, les gens ne s'arrêtent pas ? Et ils ne s'arrêtent pas au moment où c'est bien. Vous avez cette vulnérabilité de base, parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'arrêter quand même là où c'est bien. Vous avez cette vulnérabilité émotionnelle, psychique, qui fait que on en veut toujours plus. On a ce trouble un peu qu'on appelle dysmorphie corporelle, c'est-à-dire on n'est jamais satisfait par certains endroits de notre corps, et on va vouloir à tout prix être ultimement beau ou belle. Et on devient accro aux injections de produits ou aux petites interventions chirurgicales, aux augmentations mammaires, ou aux réductions mammaires, aux augmentations de volume des fesses, toutes les stratégies. Et chez les hommes aussi, hein, il y en a de plus en plus. Hein. Et vous dites que c'est sans fin, puisque de toute façon, le cerveau n'est jamais content. Non, le cerveau, lui, il enregistre que ce qui est le départ, quand on est vulnérable. Il enregistre pour tout le monde, mais il enregistre que waouh, c'était super. Il enregistre que ça. Le cerveau, il s'en fout des conséquences. C'est la première intervention qu'il mémorise, c'est ça ? Ouais, le premier truc, waouh, t'es belle. Ah c'était bien, t'as fait cette intervention. Je schématise. Hein. Et le cerveau dit super, t'as fait cette intervention, t'es belle quand même. Bon, après vous regardez, non, je suis pas. Ça change. Bon, il faut que j'aille me refaire une injection. Hop, ça change. Alors les chirurgiens normalement et les médecins esthétiques évaluent ces éléments-là, mais malheureusement il y a beaucoup de charlatans non médecins qui peuvent faire aussi des interventions avec des dommages. Moi j'ai rencontré des personnes, notamment dans mon podcast là, dans la dernière saison là, qui nous racontent, elle s'est fait défigurer quoi, le corps. Mais maintenant elle le voit ou Ah ouais, il y a eu des conséquences. Des conséquences d'injection dans les fesses, où elle a fait des infections, elle a eu plein d'interventions, plein de bactéries, c'était un enfer quoi. Le sport c'est bon pour la santé ? Oui, c'est une indication de l'OMS. Il faut faire au moins 120 minutes par semaine d'exercice physique à votre rythme, ce que vous voulez, mais 120 minutes par semaine, ça vous fait du bien. C'est sur prescription médicale, mais malheureusement chez certains, ça peut dévier. Et ça peut devenir une addiction. Ça devient une addiction à l'exercice physique, avec ce qu'on appelle la bigorexie. C'est la maladie de ceux qui n'aiment pas les curés. non, c'est très très mauvais. C'est très, très mauvais. La bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie. Vous savez, l'anorexie, vous êtes maigre. La bigorexie, c'est vous allez sculpter votre corps, en fait, avec le sport. Et vous n'êtes jamais satisfait. Oui, là aussi, le cerveau n'est jamais content. Donc vous n'êtes jamais parfait. C'est l'image que vous renvoyez. Alors que des gens qui font beaucoup de sport peuvent être bien gaulés, non, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont malades. D'accord. Là aussi, on parle d'addiction ? Ouais, addiction à l'exercice physique avec bigorexie. D'accord. On associe les deux mots. Et puis un autre, c'est l'orthorexie, donc qui fait partie des troubles associés, qui peuvent être associés. L'orthorexie, c'est quelque chose, un comportement rigide, un peu ritualisé autour de tout ce qu'il y a autour de l'alimentation. Parler des acheteurs compulsifs. Ouais. Est-ce que finalement, si on a les moyens, qu'on est riche, on est acheteur compulsif ou pas si on se met pas en danger? Non, c'est pas lié au contexte social en fait. C'est pas lié au contexte social. D'accord. Non. C'est lié à la pathologie en fait. C'est-à-dire qu'on va acheter. Les acheteurs compulsifs, ils vont pas acheter, par exemple, en solde.
Ils vont pas acheter, je sais pas, par exemple, un écran d'ordinateur, un clavier, un micro, etc. Ils vont acheter 3 écrans d'ordinateur, 4 claviers, 5 micros, et ils vont les laisser dans les boîtes la plupart du temps. Moi, j'avais une patiente, je m'en souviens très bien d'elle, il y a une dizaine d'années. Elle a acheté que des vêtements de luxe, d'accord ? Mais elle a acheté, par exemple, des paires de chaussures de luxe, mais elle a acheté toutes les pointures qu'elle laissait dans les boîtes. Quel était l'intérêt ? Parce que finalement, c'est sa maladie qui faisait ça. Ouais. C'est amasser. C'était stocké, c'était amasser pour combler le vide. Comment alors vous dites que l'achat compulsif, ça se complique toujours. Ouais. Ça dérive vers quoi ? Il y a des troubles dépressifs et anxieux. Il peut y avoir un risque suicidaire, comme dans toutes les addictions d'ailleurs. Et puis il y a des conséquences qui peuvent être aussi sociales. Parce que l'immense majorité des acheteurs compulsifs, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. Donc ils s'endettent, ils font des arnaques, ils font des crédits à la conso qui est une catastrophe, ils mentent, ils volent. Enfin, vous voyez, on est dans le truc, le cliché du toxicomane des années 80, mais avec les achats. Et finalement, Internet a renforcé finalement la compulsion. Ah ouais. Et en plus avec du teasing d'Internet, c'est-à-dire que on vous envoie des notifs, on vous envoie des mails de relance, on vous envoie même des dates anniversaires de ce que vous avez acheté. Et vous le voyez, par exemple, Amazon, j'adore Amazon, mais on peut ne pas aimer Amazon. Mais Amazon, il y a tout. Et en fait, dans Amazon... Vous voulez qu'on en parle ? Non. Bon, je vous trouvais sympa jusque-là. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'achète mes vinyles aussi sur Amazon. Même si je préfère les vieux vinyles, moi, je privilégie les magasins de disques, les vrais. Mais c'est vrai, des fois, sur Amazon, on peut trouver des trucs. Et en fait, je me suis aperçu que Amazon me repère comme acheteur de vinyle avec les noms de groupes que j'aime, et il m'envoie absolument tout le merchandising des groupes que j'aime, c'est-à-dire des disques, des t-shirts, des produits accessoires avec le groupe, mais de manière vraiment, c'est comme des petites injections de rappel. Et je me dis, ah ouais. Mais est-ce que ça vous fait acheter des choses que vous n'auriez pas achetées, ou ça change pas votre consommation ? Ça me pousse à aller voir, alors je contrôle moi ça me pousse à aller voir quand même. Quand même. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple. Metallica, qui est un gros groupe de hard rock, vraiment que j'adore aussi, là ils ont ressorti tous leurs albums en vinyle coloré. Et en fait, Amazon m'envoie toutes les semaines un des albums colorés. C'est-à-dire que, ok, t'as pas acheté celui-là, tu vas peut-être acheter celui-là. Vous voyez ? Imaginez, je suis acheteur pathologique. C'est un teasing qui va augmenter mon craving. Je vais avoir une envie irrésistible de consommer. Ah ouais. Alors ça, je ne sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est dangereux et c'est questionnant. Ah ouais. Docteur addict ou pas, c'est le titre de votre livre Alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir, aux éditions HarperCollins. Vous montrez le livre, vous réécoutez. Ah bah oui, le livre était parti chez Faudil, qui est en train de faire le test. Tout ça pour découvrir que finalement, il est addict. Il est addict au portable. Il a fait tout bien pour bien répondre aux questions et au final il est addict. Donc ça marche pas du tout. Bien, vous ferez il y a beaucoup de tests d'ailleurs. Il y a beaucoup. Ouais, tous les comportements, il y a un test. Voilà. Il y a un test pour vous évaluer ou évaluer vos proches ou vous poser des questions sur un comportement excessif. Voilà. Il y a le témoignage déjà qui ouvre chaque chapitre. Après il y a des éléments de clinique. Sans être un spécialiste, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. J'ai essayé d'utiliser des mots simples, la pédagogie. À part d'amour, mais bon, ça c'est. La d'amour, ouais, c'est l'addiction amoureuse, c'est la contraction. Mais vous avez raison, il faut que je dépose ce terme. Il faut le déposer. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont l'utiliser. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo du doc sur YouTube. Merci d'avoir été Merci Philippe. Avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.